Jimmy Jean, bonjour. Bonjour. D'abord, le crédit de TPS pour l'épicerie pour les Canadiens à faible revenu. Est-ce que c'est une mesure efficace ou si ça va alimenter encore plus l'inflation, selon vous? Je ne suis pas trop inquiet par rapport à l'impact inflationniste de cette mesure-là. Encore une fois, on vise les gens les plus désavantagés, les plus démunis, ceux qui reçoivent déjà le crédit d'impôt. On prolonge une mesure qui était déjà en place. On la renomme, mais c'est la même mesure qui avait été annoncée précédemment. Et il faut quand même être conscient qu'il y a des gens qui ont encore beaucoup de difficultés à composer avec l'inflation, notamment l'inflation alimentaire. Donc, c'est des mesures qui viennent soutenir les gens dans des dépenses qui sont essentielles. Donc, je ne vois pas ça comme étant si problématique que ça. Ce n'est pas des dépenses frivoles en voyage ou en biens de consommation. Je pense que le fait que ce soit très ciblé, ça va aider au fait que l'inflation, qui est déjà en processus de ralentissement, va poursuivre sur sa trajectoire. Je n'ai pas l'impression que la Banque du Canada va être outrement découragée par ce qu'elle va voir. Oui. Sur les autres mesures pour rendre le coût de la vie plus abordable, on s'attaque aux frais bancaires, aux frais de carte de crédit pour les petites entreprises. Est-ce que ce sont des mesures significatives, selon vous? Je pense que c'est des mesures qui sont quand même significatives dans le sens où il y a quand même, on est dans un contexte budgétaire ou économique qui est très difficile. Donc, il faut quand même reconnaître que le gouvernement est dans une position de devoir faire certains choix. Et à ce titre-là, je pense qu'on a équilibré les choix pour faire en sorte de quand même être capable de répondre à certains besoins qui sont pressants immédiatement. C'est certain qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins. Ouais. En ce qui a trait à l'équilibre budgétaire, maintenant, contrairement à la mise à jour économique de l'automne dernier, Ottawa laisse tomber son objectif de 2027-2028. Est-ce que c'est une approche prudente? Je pense que c'est une approche qui va susciter beaucoup de critiques dans le sens où le retour à l'équilibre budgétaire, ça envoie quand même un signal assez important au marché, aux investisseurs, quant à la soutenabilité des finances publiques au Canada. Là, dans le cas actuel, on n'a plus ce retour à l'équilibre budgétaire-là. On a un programme de dépenses assez étoffé, assez significatif. Et aussi, on inclut plus de provisions pour éventualité, pour des risques à la baisse. Or, on les évoque, ces risques à la baisse-là. On a un scénario alternatif qui prévoit une récession plus sévère que dans le scénario de base. Donc, la bonne chose à faire dans ce temps-là, c'est, comme ça a toujours été fait dans le passé, d'inclure une provision pour éventualité pour un peu donner un certain coussin au cadre budgétaire. Là, on l'a éliminé. Donc, ça met un certain élément de risque. S'il fallait que l'économie performe moins bien que prévu, à ce moment-là, on verrait une détérioration supplémentaire du déficit, en plus du 12,5 milliards de plus de déficit sur l'horizon qu'on a annoncé aujourd'hui. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Canada est en bonne position pour affronter la turbulence économique à venir? Là-dessus, je pense qu'on peut se rassurer dans le sens où quand on regarde, quand on compare par rapport à d'autres pays, au niveau de déficit par rapport à la dette par rapport au PIB, dans les deux cas, on est avantageusement positionné. On a aussi, quand on regarde les services de la dette, on est très loin des niveaux des années 90. Donc, le Canada est coté triple A. Je ne m'inquiète pas trop pour la cote de crédit. Les agences vont quand même avoir à l'œil ce qui se passe, mais je ne m'inquiète pas trop à très court terme pour la cote de crédit. Mais c'est certain que s'il y avait une récession, on va devoir dépenser encore plus par-dessus les engagements qu'on a pris aujourd'hui. Donc, c'est ça qui inquiète un petit peu. Ouais. Le gros du budget va à la transition énergétique. Ottawa annonce aujourd'hui 80 milliards sur 10 ans pour aider les entreprises canadiennes à se tourner vers les énergies vertes. Comment vont s'articuler ces crédits d'impôt pour les entreprises? Bien, ça va être beaucoup des crédits. En fait, la stratégie est, comme vous l'avez mentionné, beaucoup à travers les crédits d'impôt. Donc, on était avec une approche qui était quand même assez simple. On reconnaît, je pense, qu'il y a eu énormément de ratés dans l'exécution du programme entrepris par le gouvernement, le programme d'infrastructure dans les dernières années. Donc là, on laisse le marché privé dicter la marge. On amène aussi la contribution des investisseurs, des grands investisseurs, les fonds de pension, en tout ce qui est investissement ESG.
Donc, il y a des mécanismes qui sont en place pour attirer ces investissements-là. Je pense que c'est la bonne chose. Puis, autrement, on se concentre, on focalise vraiment sur l'aspect production d'électricité. Donc, je pense qu'on a fait des choix. Il y a des multiples façons dont on peut aider l'économie à se décarboner, par exemple, décarboner les bâtiments, mais ce n'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. On a décidé, nous, on mise nos billes sur la production électrique. Donc, on va donner des crédits d'impôt assez substantiels pour ça, pour être capable de s'inscrire, finalement, dans les chaînes de valeur qui vont se générer avec le programme d'infrastructure américain, et aussi faire en sorte que le Canada puisse bénéficier d'un contexte électrique qui soit carboné. Au chapitre du déficit, Ottawa prévoit un déficit de plus de 40 milliards en 2023-2024, puis une réduction à 14 milliards dans 5 ans. Est-ce que ces prévisions tiennent la route? Ces prévisions sont à risque. Sont à risque étant donné ce qu'on voit au niveau de l'économie à très court terme. Donc, il y a des risques qui sont quand même à la baisse pour le PIB et surtout pour le PIB nominal. Donc, je dirais que les prévisions qu'on nous annonce aujourd'hui pour le PIB réel, ça tient la route à 0,23 %. Mais quand on regarde le PIB nominal, ça reste peut-être encore trop optimiste parce que s'il y a une récession, on sait que l'inflation va baisser significativement. Donc, le PIB nominal va en souffrir. Par ailleurs, c'est qu'on mise beaucoup, même dans le cadre de ces déficits-là qui reviennent, qui ne se résorbent pas complètement, mais on mise beaucoup sur un examen stratégique des dépenses. Donc, on redouble d'ardeur là-dessus. Or, on ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé avec le premier examen des dépenses. On ne sait pas quels ont été les résultats de ça. Est-ce qu'on va être vraiment capable de dégager les économies qu'on espère dégager? Elles sont substantielles. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir là-dedans. L'autre chose, c'est les augmentations des impôts, des taxes à travers les dividendes pour les institutions financières et aussi les taxes les coûts minimum pour les plus riches. Mais on sait qu'il y a quand même des stratégies qui sont en place par ces individus-là ou ces entreprises-là pour être capables de, disons, optimiser ou alléger leur fardeau fiscal. Ouais. La ministre Freeland avait annoncé que le gouvernement aurait de la compassion et serait fiscalement responsable. Est-ce qu'elle a passé le test? Je pense que la compassion y est parce qu'on a, en plus des soutiens pour le coût de la vie, on a quand même un programme dentaire qui prend de l'expansion. Donc, on redouble d'ardeur là-dessus. On veut vraiment s'assurer que les gens puissent... on veut résoudre les inégalités sociales. Ça a été vraiment le thème de ce gouvernement-là et on voit que ça se poursuit. Mais en même temps, on parle de responsabilité. On voit qu'il y a quand même des endroits où est-ce qu'on tourne les coins ronds, où est-ce qu'il y a encore beaucoup de questionnements par rapport à est-ce que vraiment dans les faits, ce scénario budgétaire-là va tenir la route et est-ce que c'est un scénario de béton? Et là-dessus, il y en a qui vont argumenter que c'est plutôt fragile. En quelques secondes, est-ce qu'il y a des oubliés dans ce budget? Je pense que le grand oublié ou négligé, c'est le côté de l'habitation, le logement abordable qui fait l'objet de très peu de mesures dans ce budget-là. Oui, il y a eu des mesures qui ont été annoncées dans le budget 2022, dans la mise à jour budgétaire, mais il reste qu'aujourd'hui, par rapport au moment où ces projections ont été faites, on voit les mises en chantier ont beaucoup baissé. Notre prévision de mise en chantier pour cette année s'est effondrée. Alors qu'avec l'immigration qu'on a, avec la demande démographique qu'on a, il faudrait plus de logements. On estime qu'il faudrait aller chercher entre 300 et 350 000 mises en chantier par année. On est très loin du compte et il n'y a rien qui a été mis de l'avant pour adresser ça. Donc, pour moi, c'est ça le grand problème. Jimmy Jean, merci beaucoup. Merci de vos lumières.